Nous allons ouvrir la séance du Conseil municipal. Bon, pour ce premier conseil de l'année, je voulais déjà, bien évidemment, vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que 2022 vous apporte, ainsi qu'à vos proches, tout le bonheur souhaité et la sérénité indispensable pour notre vivre ensemble. Alors, je vais ouvrir ce conseil municipal et formellement, je vais procéder à l'appel des membres pour m'assurer du quorum. Alors, ont donné leur pouvoir Xavier Lequéré à Daniel Rival, Jean-Christophe Perriot à moi-même, Luc Domeau à Dany Lamy. Et je vais donc faire l'appel. Donc, Franck Louvet présent, Laurence Briand présente, elle arrive, Jean-Philippe Dupuis. Présent. Daniel Rival. Présente. Xavier Lequéré. D'accord, donnez son pouvoir. Annabelle Garand. Présente. Christophe Mathieu. Présent. Delphine Fillou. Bruno Misset. Présent. Sophie Massard. Présent. Bertrand Plouvier. Présent. Sophie Douchin. Présent. Nicolas Père. Présent. Nathalie Hazard. Présent. Bruno Denis. Présent. Sophie Peureux. Présente. Jean-Yves Levédé. Présent. Caroline Glon. Présent. Pascal Mabi. Présent. Karine Chalier. Jean-Christophe Perriot donc m'a donné son pouvoir. Stéphane Burban. Présent. Anne-Laure Berry. Sandrine Levouedec. Philippe Mandin. Jean-Yves Gontier. Présent. Marina Marchais. Présente. Caroline Leroux. Laetitia English. Luc Domeau. Oui, c'est vrai, autant pour moi, il a donné son pouvoir à Dany Lamy. Et donc Dany Lamy. Présente. Voilà. Jacques Renaud. Et Anne Boyer. Présente. Donc, le quorum, condition du quorum est remplie. Je vais solliciter Madame Anne-Laure Berry pour prendre la charge du secrétariat de cette séance, comme traditionnellement maintenant, et je la remercie de l'accepter. Voilà. Alors, nous allons passer à l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Donc, c'était la séance du 20 décembre 2021 qui a donné lieu à relecture préalable et à la prise en compte d'observations. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations sur ce procès verbal? Si on n'a pas, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Il est adopté. Alors, quelques mots introductifs avant nos examens de nos délibérations. D'abord, sur le contexte sanitaire, je voudrais vous faire un point. Je pense qu'Annabelle complétera au cours de la séance du conseil municipal. Donc, un rapide état des lieux de la situation. Malheureusement, d'abord, cette situation sanitaire nous a empêchés de présenter cette année, une nouvelle fois, nos vœux aux résidents baulois en présentiel. Pour autant, il me semble essentiel d'entretenir, bien sûr, le contact fort que nous avons lié avec nos administrés depuis 1 an et demi. Donc, on a choisi, bien sûr, de présenter les vœux de l'ensemble du Conseil par un courrier personnel à chaque habitant. C'est en effet pour nous important quand même, bien sûr, vu le contexte, de redire que nous sommes à leur côté, dans leur quotidien, qui demeure encore anxiogène. Être au service de tous les Baulois est une lourde tâche, mais nous nous en acquittons avec fierté, conviction et détermination. Par ailleurs, la réouverture de notre centre de vaccination s'est vérifiée indispensable, avec presque 10 000 injections réalisées depuis le 16 décembre. Son fonctionnement s'est toutefois adapté au contexte. Il était réservé au départ aux seules personnes de plus de 30 ans, désireuses d'avoir une 3e injection. Si ce fut le cas durant le premier mois, avec un taux de présence assez élevé, jusqu'à 600 vaccinations par jour. Le nombre de demandes, de rendez-vous a chuté depuis. C'est pourquoi ce centre est désormais ouvert aux personnes qui veulent recevoir leur première ou leur 2e injection, ainsi que ceux qui ont entre 18 et 30 ans. Donc, échaudé par l'épisode du financement qu'on avait évoqué, du premier centre de vaccination, nous avons fait appel cette fois-ci à des vacataires, et pas aux agents de la ville, qui sont entièrement pris en charge par l'Agence régionale de santé, c'est-à-dire par l'État, hormis au démarrage où très peu d'agents municipaux y sont donc détachés. Aujourd'hui, ce sont des vacataires qui gèrent ce centre. S'agissant du financement, je l'évoquais, nous avons
eu raison avec Annabelle Garand et Jean-Philippe Dupuis de rester ferme, même si l'État n'a pas respecté l'intégralité de ses engagements, sa participation aura finalement été conséquente. Je tiens aussi à remercier Cap Atlantique et Nicolas Criot et toute l'équipe de Cap qui a entendu notre demande et qui va apporter sa contribution financière au centre dont a bénéficié sa population et toute la population, comme vous savez, elle a été fréquentée par nombreux habitants de notre territoire, à hauteur de 100 000 €. C'est ainsi que la charge totale pour la ville sera de l'ordre de 100 000 € à l'arrivée, ce qui est raisonnable pour un enjeu de santé publique de cette envergure, même si ce n'est pas de nos compétences naturelles. Enfin, pour répondre à une demande croissante, nous avons aussi ouvert un centre de dépistage en coopération avec les autorités sanitaires. Donc il se situe, comme vous avez peut-être pu le lire, dans la salle Epona, c'est-à-dire sous la tribune du stade François André. Et il y a tout type de tests qui sont disponibles, PCR, salivaire, etc. Alors en dehors des vœux, cette période de l'année est aussi celle de la remise de la médaille de la ville à ceux et celles qui ont été à son service et ainsi servi son développement. Cette année, ce sont 4 femmes et un homme qui seront ainsi remerciés. L'année 2021, comme on l'a précisé, aura été placée sous le signe de la crise sanitaire, avec justement ici la mise en place et le fonctionnement du centre de vaccination. C'est pourquoi nous avons souhaité que la ville de La Baule exprime sa gratitude et sa reconnaissance auprès des personnes qui ont œuvré. D'abord, avant tout, le docteur Elisabeth Hubert, ancienne ministre, en tant que présidente du comité de veille et d'information sanitaire, dont les avis précieux et les interventions nous ont énormément aidés dans la gestion de la crise et la mise en place du centre de vaccination. Le docteur Mériel Buron-Nadal, qui s'est occupée, elle, du pôle médecin. Anne Franchot, qui a géré le pôle pharmacien du centre. Et enfin, Jean-Philippe Plançon, qui a assisté Myriam Gasmi dans la charge du pôle infirmier. Alors Myriam n'a pas été oubliée, mais il se trouve que la ville lui avait déjà attribué cette distinction l'année dernière pour son action. Bien sûr, ces 4 professionnels sont distingués au nom de toutes les personnes qui ont apporté leur contribution au centre de vaccination, personnel médical, agents de la ville et bénévoles. Quant à la 5e récipiendaire, il s'agit de Virginie Fontaine, qui a été coordonnatrice pour l'année 2021 de l'année du cheval. Elle s'est acquittée de cette mission de façon remarquable, avec des animations diverses et variées dans l'ensemble des quartiers de la ville. Et pour tous les publics, il était donc légitime de la féliciter, elle aussi, pour son engagement. Et puis, puisque nous parlons de distinction, je me réjouis bien sûr de l'honorariat que le préfet a accordé à mon prédécesseur Yves Météreau pour la longévité de son action en faveur de La Baule et de ses résidents. J'espère que ce titre de maire honoraire pourra être mis en lumière au moment où les circonstances le permettront, avec l'ensemble des agents de la ville qui ont contribué avec lui au travail effectué pendant cette décennie. Et puis je voudrais aussi évoquer une personnalité bauloise, Gilbert Buzzolini, qui nous a quittés il y a quelques jours à peine après le conseil municipal à l'âge de 95 ans. Cet homme simple, loyal et généreux était un natif baulois et aura été durant de très longues années au service de la ville. Entraîneur et dirigeant de l'équipe de basket, il aura surtout été président du comité des fêtes pendant 18 ans. Je vois que certains acquiescent, ils le connaissaient bien. Tout au long de ce mandat, l'organisation de tous les événements a été parfaite grâce à sa volonté et son sens du travail. Olivier Guichard, qui l'appelait amicalement Buzo, l'appréciait beaucoup. Gilbert Buzzolini s'est éteint le 23 décembre dernier et il était ainsi normal que nous saluions sa mémoire. Je voudrais aussi aborder un sujet d'actualité qui suscite bien des remous. Il s'agit, et on l'a évoqué précédemment, de la délibération adoptée par le conseil municipal de la ville de Guérande visant à aménager une aire pour l'accueil des grands passages des gens du voyage sur le terrain situé au Prébissin. En effet, depuis que nous avons exprimé dans cette enceinte notre désapprobation, de multiples autres mécontentements contre ce projet se sont manifestés. Plusieurs pétitions de riverains, multiples courriers, des appels téléphoniques, des mails. L'accueil de l'hôtel de ville en reçoit chaque jour en grand nombre. Dans la logique de ce que vous avez exprimé ici à l'unanimité, j'ai déposé vendredi 7 janvier dernier une requête devant le tribunal administratif de Nantes pour demander l'annulation de cette délibération.
On s'appuie sur 3 motifs. D'abord, la compétence en matière d'accueil de gens du voyage et du ressort de Cap Atlantique. Notre intercommunalité est donc la seule compétente en lieu et place des communes qui en sont membres. Deuxième motif qui est que cette délibération est incompatible, et on l'avait évoqué la dernière fois, avec les objectifs définis par le programme d'action du périmètre de protection des espaces agricoles et naturels, plus communément appelé PEAN, défini par le conseil départemental, dont j'attends toujours de son président une réponse au courrier que je lui ai adressé le 1er décembre pour attirer son attention sur ce dossier et solliciter son intervention. Et enfin, troisième motif, cette localisation risque de porter atteinte, comme on l'avait aussi évoqué, à la protection et à la qualité des eaux du territoire, car elle se situe sur un bassin versant qui dessert le trait du Croisic. Elle exposera le milieu naturel à des risques de pollution et leur transfert, notamment dans les marais salants, puis dans les zones conchilicoles, puisqu'il y a un cours d'eau identifié russe, alors encore une abréviation, référentiel unique cours d'eau, RUCE, pour la loi sur l'eau et les réglementations agricoles, qui prend sa source dans le terrain du Prébissin. Donc le monde agricole se met également en action, puisque la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique, n'est-ce pas, M. Burban, ainsi que la FNSEA 44 et les jeunes agriculteurs du département ont manifesté par courrier auprès du préfet leur opposition à ce choix de localisation, en développant des arguments plus techniques qui viennent compléter bien évidemment les nôtres. D'une façon générale, cette localisation est totalement inconciliable, comme vous le savez, avec l'urbanisation existante de La Baule et de Guérande, en raison de nombreuses habitations qui se trouvent en plus à proximité. Bien entendu, cette démarche, et je veux le répéter, n'est pas dirigée contre la ville de Guérande, en parallèle de la requête qui a été déposée. J'ai d'ailleurs adressé un courrier à son maire, Nicolas Criot, pour lui demander de comprendre la situation inique dans laquelle se trouve la délibération de sa commune. Cette action s'inscrit simplement dans la volonté de faire respecter la parole publique vis-à-vis du monde agricole quant à la protection de leurs terres. Et puis, autre bonne nouvelle de fin d'année, qui est la parution des derniers chiffres de l'INSEE, de la population. Ils sont sortis juste après notre dernier conseil municipal. Ils sont très bons, puisque pour La Baule-Escoublac, ils confirment déjà une tendance qui était observée avec l'accroissement du nombre d'habitants, de plus de 125, qui est désormais à 16 255, soit 0,8% d'augmentation entre 2017 et 2019. Nous prenons donc ainsi nos distances encore avec Guérande dont la progression pour Guérande stagne sensiblement, 0,3, ce qui confirme que notre commune est la plus importante de Cap Atlantique. Ces chiffres nous confortent dans notre action puisqu'ils attestent aussi de l'attractivité de notre ville. Malgré une pression foncière compliquée, je pense qu'on aura l'occasion de l'évoquer, et sachant qu'il y a dans ces études de l'INSEE un décalage de 2 ans entre le recensement et la publication des résultats. C'est des chiffres à N-2. Il est plus probable, sans doute, qu'en réalité, notre population soit encore plus importante après les situations, notamment de confinement successifs. Cette croissance doit aussi nous motiver pour trouver des solutions nouvelles afin de rendre accessible le logement à La Baule, malgré les difficultés réelles que nous connaissons. Nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure lors de la discussion sur le nouveau contrat de mixité sociale. Quoi qu'il en soit, vivre et travailler au pays des vacances est de plus en plus une réalité pour de nombreuses personnes qui font le choix de la qualité de vie d'une ville balnéaire, accompagnant ainsi un phénomène de désurbanisation que l'on voit sur l'ensemble de notre pays. Et puis enfin, un dernier point pour, bien sûr, informer de l'évolution des choses, et on en parlait tout à l'heure encore avec Daniel Rival. Avant de passer aux différentes délibérations au menu du Conseil de ce soir, je voudrais juste faire un point sur la requalification de la promenade de mer, qui, vous savez, est menée de main de maître par Daniel Rival, Sophie Massard, Caroline Glon et l'ensemble des services. Et on voit que les réunions s'intensifient. Ce projet structurant va prendre cette année sa vitesse de croisière. La phase d'étude, de sondage, de carottage et de repérage des réseaux est faite. En parallèle, la concertation se poursuit toujours, bien évidemment, avec l'ensemble des résidents baulois, des riverains de la promenade et des professionnels de la plage. Elle permet d'affiner les scénarios, de proposer et de commencer à dessiner plus concrètement notre future promenade de mer. Je crois même qu'il y a eu une réunion hier avec l'architecte des Bâtiments de France.
Le nombre et la pertinence des interventions montrent à quel point nos administrés sont passionnés et attentifs à ce projet. Vous avez accès à ces retours en consultant sur la plateforme participative qui a été mise en place par la ville. Au deuxième semestre, donc, vont débuter les travaux de renforcement du traitement des eaux pluviales au niveau de Mazy. Au troisième trimestre 2022, des travaux souterrains seront effectués entre l'avenue Saint-Georges et l'avenue de Lyon. Et puis, enfin, les travaux de voirie de la tranche numéro 1 de cette requalification du front de mer débuteront alors au début du premier trimestre 2023 entre Pornichet et l'avenue Saint-Saëns. Et j'en profite pour vous annoncer une bonne nouvelle. Nous allons recevoir une aide de la région des Pays de la Loire pour la première tranche des travaux à hauteur de 2 millions d'euros sur les fonds européens FEDER. J'en ai eu la confirmation donc par la présidente de la région, Christelle Morancet, que je tiens bien évidemment à remercier en votre nom ici. Ce soutien, qui n'est pas le premier que nous obtenons depuis 1 an et demi de présence dans cet hôtel de ville, est bien la preuve que notre détermination aussi et notre capacité à aller chercher des subventions, notamment à l'extérieur. Voilà ce qu'il en est dans ces propos introductifs. Donc on va maintenant procéder à l'examen de 12 délibérations inscrites à l'ordre du jour. Et la première délibération, c'est la mise en place, la création d'une commission extra-municipale, comme il en était convenu, de tranquillité publique. Et je vais donc laisser la parole à Bruno Misset. Merci, Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, chers collègues, liées au développement des activités diverses, des animations et aux aléas de tout type, des événements nouveaux et imprévisibles peuvent se produire, nécessitant la mise en œuvre d'actions adaptées. Pour anticiper les éventuelles difficultés liées à ces événements et dans le but de favoriser une prise de décision sereine mais néanmoins rapide, la ville souhaite se doter d'une commission extra-municipale appelée « Tranquillité publique ». La commission émettra un avis et se prononcera sur les questions relatives à la sécurité, à la police municipale, au secours aux biens et aux personnes et au plan de prévention des risques en abordant notamment la vidéoprotection et le plan communal de sauvegarde qui sont déjà à l'étude, la sûreté de la ville et de la plage, la formation des écoliers, en particulier en ce qui concerne la circulation à vélo, la prévention de la délinquance et l'intervention des secours. Nous proposons pour y siéger les élus suivants: M. Bruno Misset, Mme Danielle Rival, M. Xavier Lequéré, M. Jean-Philippe Dupuis, M. Jean-Christophe Perriot, M. Jean-Yves Gontier, Mme Anne Boyer. Seront également sollicités en tant qu'experts Mme la directrice générale des services, un représentant du corps de commandement de la circonscription de police nationale de La Baule-Escoublac, un chef de service de la police municipale de la ville de La Baule-Escoublac, un officier du corps des sapeurs-pompiers du centre d'incendie et de secours de La Baule-Guérande et M. Philippe-Charles Rousseau, capitaine en retraite de la police nationale. Je vous propose donc de valider la création de cette commission ainsi que les noms des membres appelés à y siéger. Merci, Monsieur Misset. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur la mise en place de cette commission? Madame Boyer. Merci de me donner la parole. Donc, je me réjouis de la création de cette commission puisque nous l'avions demandé et que donc elle se met en place, c'est très très bien. En plus, nous apprécions beaucoup le nom qu'elle a, c'est-à-dire tranquillité publique. Ça correspond vraiment à un éventail et c'est ce que souhaitent les Baulois et les Bauloises sûrement. Juste, alors je vais me redire comme souvent, la composition est très masculine. Alors peut-être que dans les experts proposés, il y aura des expertes, nous l'espérons. Mais bon, c'est vrai qu'en plus, sur le plan de la tranquillité publique, je pense que le regard des femmes est extrêmement important. Merci, Madame Boyer. Bon, il y a des femmes de tempérament dans la commission, hein, quand même. Donc elles vont se faire entendre, même si c'est vrai qu'elles ne sont pas en majorité. Oui, Monsieur Gontier. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Comme ma collègue Anne Boyer, nous nous réjouissons de la création de cette commission tranquillité publique, d'autant plus qu'en effet, elle fait suite à une demande de notre groupe d'opposition en conseil municipal. Je vais totalement dans le sens et de la majorité et de ma collègue Anne Boyer en disant que c'est une bonne chose que cette commission soit élargie, non pas simplement en question de sécurité, mais bien à la question de tranquillité publique.
en réalité à toutes les notions liées à l'ordre public qu'on définit comme la sûreté, la sécurité et la tranquillité publique. Alors pour vous rassurer, Anne Boyer, effectivement, l'accent ne porte pas que sur la sécurité elle-même, mais sur la lutte contre les incivilités. Et quant à votre remarque sur effectivement un petit peu le manque de parité dans cette commission, je vous assure que nous ferons tout pour effectivement aller dans le sens de la parité et évidemment lutter contre la violence qui est faite aux femmes et qui est trop présente dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Merci. Merci, Monsieur Gontier. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur la mise en place de cette commission? Bon, écoutez, donc je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Elle est adoptée. Alors, deuxième délibération, qui est la durée d'activité des membres de la réserve communale de sécurité civile. Et là, je laisse la parole à Madame Isabelle Garon. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. J'en profite pour vous souhaiter à tous et à tous une excellente nouvelle année. Et donc, je commence cette année, moi, par une délibération concernant donc notre réserve communale de sécurité civile. Donc, comme vous le savez, notre ville est une des rares communes de la Loire-Atlantique qui s'est dotée d'une réserve citoyenne de sécurité civile qui a été créée en octobre 2021. Cette réserve a pour mission de venir soutenir les forces de secours et les services municipaux sur mobilisation de Monsieur le maire. Elle comporte actuellement 23 bénévoles baulois. Compte tenu du contexte sanitaire lié à la Covid-19, nous avons donc dû réouvrir le centre de vaccination en décembre dernier. Et dans ce cadre-là, et afin de répondre à l'urgence de l'ouverture, nous avons dû solliciter la réserve communale de sécurité civile pour venir aider nos agents communaux et les agents et les professionnels médicaux à la bonne tenue de ce centre, notamment sur les postes d'accueil et d'aide au remplissage des différents documents administratifs. Je profite de cette délibération donc pour remercier chaleureusement les bénévoles d'avoir su se mobiliser avec beaucoup de professionnalisme pendant près d'un mois. Leur présence sur le centre a été très appréciée de tous, d'autant plus qu'il s'agissait de la période des fêtes et qu'ils ont assumé des postes dans des conditions météorologiques parfois difficiles parce que certains d'entre eux étaient donc postés dehors. La délibération de ce soir vous demande en fait, conformément au code de la sécurité intérieure, qui prévoit que la durée d'activité des membres de cette réserve communale soit en principe de 15 jours ouvrables par année civile, qu'elle passe à 30 jours. Parce que du coup, dans ce code qui nous offre en fait la possibilité, compte tenu du contexte sanitaire, d'étendre effectivement cette durée à 30 jours, donc de la doubler. Aussi, considérant la sollicitation accrue des membres de la réserve communale de sécurité civile, je vous propose d'étendre leur activité à 30 jours ouvrables pour l'année civile engagée. Pour indication, certains de nos réservistes ont déjà été mobilisés 9 jours sur cette début d'année 2022, de par leur présence sur le centre de vaccination. Je vous propose donc d'approuver l'extension de la durée des activités à accomplir au titre de la réserve citoyenne de 15 à 30 jours ouvrables pour l'année civile engagée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Garon, et merci pour tous ceux qui participent à cette réserve bien utile. Est-ce qu'il y a des observations ou des questions sur la mise en place, l'ouverture de cette réserve à plus d'heures? Il n'y a pas d'observation particulière. Je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Délibération suivante, c'est l'actualisation des modalités de stationnement réglementé sur la commune de La Baule-Escoublac. Je vais laisser la parole à Monsieur Bruno Misset. Merci, Monsieur le maire. En 2018, la ville de La Baule a défini des modalités d'application du stationnement réglementé sur le territoire de la commune afin d'améliorer la sécurité, la commodité de la circulation et obtenir une meilleure rotation des véhicules. Le périmètre du stationnement réglementé est par ailleurs fixé par l'arrêté du maire. Ce projet de délibération propose donc aujourd'hui, premièrement, d'instituer des facilités d'accès au stationnement réglementé sur la voie publique pour plusieurs catégories de professionnels intervenant sur le territoire de la commune. Il en est ainsi pour les professionnels de santé, médecins, sages-femmes, infirmiers, pouvant être amenés à intervenir en cas d'urgence ou pour des interventions très courtes, pour lesquelles trouver un horodateur est contraignant.
Et donc, gratuité de stationnement sur les places prévues et matérialisées à cet effet, sous condition d'apposer le caducée de manière visible sur le pare-brise du véhicule. Pour les professionnels intervenant en matière de service à la personne, et notamment les aides à domicile, profession représentant un véritable enjeu pour maintenir en centre-ville une population parfois vieillissante, après démarche auprès des services de la collectivité, ces professionnels obtiendront un macaron à apposer de manière visible sur le pare-brise de leur véhicule pour un accès également gratuit au stationnement. Deuxièmement, d'actualiser les tarifs de stationnement votés en novembre dernier en les arrondissant au dixième le plus proche afin de simplifier les démarches des usagers. Les nouveaux tarifs ont été annexés à cette délibération. Pour information, les modalités d'accès au stationnement réglementées sur la voie publique seront précisées par un arrêté du maire qui déclinera les mesures prévues dans la présente délibération. L'avis de la Commission Finances et Ressources a été sollicité. Je vous propose donc d'approuver les conditions d'accès au stationnement réglementé sur la voie publique telles que définies précédemment et d'approuver la nouvelle grille tarifaire telle que portée en index à la présente délibération. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Misset. Est-ce qu'il y a des questions, des observations particulières? Oui, je vous en prie. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Juste pour être une petite précision. Donc, les circulaires qui sont évoquées justifient les facilités de stationnement accordées aux professionnels de santé lors des interventions à domicile. Et il s'agit de faire preuve de tolérance en cas de stationnement irrégulier. La délibération nous propose d'élargir cette facilité aux professionnels intervenant en matière de service à la personne, qui sont indispensables au maintien à domicile des plus fragiles. Une précision cependant pour éviter toute erreur d'interprétation. S'agit-il ce soir de voter la gratuité de stationnement pour les deux catégories de professionnels indiquées, ou bien s'agit-il de mettre à leur disposition des places spécifiquement réservées? Et dans les deux cas, dans les deux cas de réponse, avez-vous une idée du nombre de macarons nécessaires? Pour ce qui concerne les nouveaux tarifs, nous n'avons pas d'observation à formuler. Merci, Madame Marchais. Excusez-moi, je ne vous ai pas appelé par votre nom. Monsieur Misset. Oui, pour répondre à la première question, il s'agit de la gratuité sur l'ensemble de l'espace réglementé. Il n'y a pas de place réservée au personnel de santé, sachant que les places PMR et les places pour le stationnement ne sont pas concernées par cette autorisation. Pour la deuxième question, qui concerne le nombre de personnes qui pourraient en bénéficier, pour l'instant, on ne peut pas vous répondre. Ça, on le saura quand les demandes auront été faites. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres observations, commentaires? Je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Elle est adoptée. Alors, délibération numéro 4, qui est l'approbation du contrat de mixité sociale pour la période 2021-2023, suite à l'arrêté de carence du 21 décembre 2020. Je vais laisser la parole à Madame Rival. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Lors de la séance du conseil municipal du 30 juin 2021, nous avions voté à l'unanimité contre le contrat de mixité sociale que je vous avais présenté, eu égard aux objectifs jugés excessifs que la loi SRU nous impose de prendre en compte au titre des logements sociaux. Et rappelez-vous, je vous avais dit, nous sommes des élus, on ne peut pas écrire et voter des choses que nous savons que nous ne tiendrons pas. Donc nous avions tous voté à l'unanimité contre. Pour rappel, la loi Solidarité Renouvellement Urbain, renforcée par les dispositions de la loi Allure et de la loi Égalité et Citoyenneté, oblige désormais la commune à détenir un taux de 25% de logements sociaux, calculé sur l'ensemble des résidences principales. Ce quota représente environ 1770 logements, devant être atteint à l'échéance 2025. Je vous rappelle, nous sommes en janvier 2022. De manière mathématique, cela devrait donc conduire la commune à réaliser environ 290 logements sociaux par an pour atteindre cet objectif sur les 2 périodes triennales restantes. Or, chacun sait, tout comme les services de l'État, que ce résultat ne pourra être atteint compte tenu des différentes contraintes physiques et environnementales qui impactent notre territoire.
Ce faisant, le contrat de mixité sociale résultant du constat de carence que l'État nous demande de valider traduit davantage un support d'échange et de partage entre la commune, l'État, Cap Atlantique et les bailleurs sociaux qu'une obligation ferme de résultat. Il faut y voir en effet non pas une sanction, mais un outil permettant de conjuguer les actions des différents acteurs pour tendre vers nos objectifs de rattrapage. Nous le savons tous que ce sera très 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 difficile. Ainsi, en marquant précédemment notre opposition dans cette perspective, l'État a pris un nouvel arrêté à l'encontre de la commune le 31 décembre 2021, prononçant la prorogation de la majoration de 49% de sa pénalité SRU pour les 2 années résiduelles de carence restant à courir, à savoir 2022 et 2023, ce qui représente par année 276 000 €. Au vu de ces considérations, il apparaît donc que la commune a aujourd'hui plus intérêt à démontrer sa bonne volonté de s'orienter dans cette trajectoire plutôt qu'à s'y poser rigoureusement. De surcroît, le projet de loi 3DS, dont l'adoption sera effective dans les tout prochains mois, puisque c'est prévu au 2e trimestre 2022, prévoit d'assouplir les objectifs de rattrapage du déficit de logements sociaux, ce qui se veut rassurant, puisque c'est déjà passé devant l'Assemblée, c'est reparti au Sénat, bon, ils travaillent sur cette loi. Ainsi, le contrat de mixité sociale qui vous est soumis prend en compte les données SRU face auxquelles la commune s'engage à favoriser au mieux de ses moyens la production de logements sociaux en optimisant les dépenses déductibles selon les modalités qui ont été détaillées dans la délibération et en annexe. Dans un courrier adressé ce 10 janvier à Monsieur le Préfet, Monsieur le maire propose de valider ce contrat de mixité sociale sous réserve d'abrogation de l'arrêté de la majoration de la pénalité SRU récemment notifié. Les services de l'État nous ayant donné cet engagement par courrier, puisque nous avons reçu un courrier le 13 janvier 2022, je vous propose en conséquence d'autoriser Monsieur le maire à signer avec l'État et Cap Atlantique le contrat de mixité sociale 2021-2023. Mais je voudrais apporter une précision. Vous avez des promoteurs qui ont des projets privés où dedans il y a aussi de nombreux logements sociaux en fonction des logements privés qui vont être construits. Et sur la commune de La Baule, c'est bien, c'est vrai, ils ont découvert un site archéologique formidable vers Carquesso. Là, il y a un autre promoteur qui devait il a eu son permis, mais la DRAC vient de nous écrire pour dire, ils vont faire des fouilles. Donc, vous savez tous, on a déjà un autre lotissement qui attend depuis plus d'1 an pour commencer les travaux aussi, puisque là aussi, la direction régionale de l'aménagement et de la culture a demandé des fouilles archéologiques aussi. Donc c'est très difficile de tenir aussi nos prévisions ou avec les services de l'État, puisqu'il y a des impondérants de temps en temps. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le maire. Merci, Madame Rival. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Madame Boyer. Merci Daniel pour cet exposé extrêmement clair et je pense que nous n'avons pas à regretter notre vote de juin dernier parce qu'en fait ça montrait bien à la fois notre bonne volonté et le fait qu'on ne voulait pas promettre des choses qu'on jugeait absolument impossibles. Bon, le temps a passé et c'est vrai que de discussion en discussion, alors ce qu'il faut bien retenir vis-à-vis des Baulois et des Bauloises, c'est le mot mixité sociale. Je pense que tous et toutes ici, nous sommes évidemment pour qu'il y ait le plus possible de mixité sociale, parce que c'est comme ça que justement on a des promesses de tranquillité publique pour revenir à la commission précédente. Donc ça c'est extrêmement important. Après, il faut pouvoir aussi construire des logements, nous l'avons déjà dit, qui respectent des normes environnementales, où ils fassent bon vivre. On ne va pas transformer notre commune en des barres de HLN où personne ne voudrait habiter, même ceux et celles qui n'en ont pas les moyens. Donc c'est ça quand même, je crois, qu'il faut faire remarquer. Alors peut-être l'avantage de ce contrat de mixité sociale, vu de l'État et de la préfecture, c'est de nous forcer à penser les choses et à repenser au cas où nous ne serions pas convaincus qu'il faut construire des logements. Bon, je pense qu'on n'a peut-être pas besoin de ça, mais c'est peut-être vu sous cet angle. Donc c'est vrai que de fil en aiguille, si on arrive à diminuer un petit peu la pression de notre
taxer ces rues, et bon, finalement c'est bien parce que ça nous donnera les moyens de peut-être d'acheter encore plus de terrains, les quelques terrains qui restent peut-être, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont construits à la boule. Il faut aussi, c'est vrai que remarquer qu'à chaque fois qu'on met, même que ce soit du privé ou de logement social, il y a toujours des retards pour, par exemple, pour des fouilles archéologiques ou pour des riverains qui déposent. Donc il y a toujours des retards. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut, même quand on a une grande volonté. Donc je pense que tout ceci doit être mis en avant quand même pour expliquer qu'on a beau signer un contrat, quelquefois on n'arrive pas à tenir ce qu'on a signé. Donc je pense qu'on est honnête. Voilà. Et, bon. Merci beaucoup, Madame Boyer. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Monsieur Gontier. Alors, juste une remarque sur donc, le contrat de mixité sociale. Moi, je me félicite, un petit peu comme vient de le dire Anne Boyer, comme vous l'avez dit également, monsieur le maire, tout à l'heure, je me félicite qu'enfin, la Baule ne va pas être pénalisée à la hauteur qui était prévue. Donc, finalement, on reprend un contrat de mixité sociale normal qui permettra à la ville d'éviter les très grosses pénalités qu'elle risquait de subir. Donc, je suis heureux de constater que, collectivement, nous avons tous fait un pas dans le bon sens et que les Baulois ne seront pas pénalisés comme ils risquaient de l'être parce que ce n'était pas tenable. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Gontier. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Bon, on a quand même toujours une pénalisation, bien évidemment. Vous imaginez. C'est vrai qu'il y a eu deux éléments qui sont rentrés en ligne de compte depuis la dernière fois. D'abord, la loi 3DS, qui est en navette parlementaire. 3DS, c'est décentralisation, déconcentration, collectivité. Et donc, qui nous permet d'espérer que la prise en compte des éléments naturels qui nous empêchent de pouvoir atteindre les objectifs demandés, 25%, alors que nous sommes à 8%, permettra d'éviter d'être dans un discours de sourds en la matière, où chacun reste sur ses positions sans pour autant essayer d'avancer de concert. Et puis, le fait est, c'est que l'abrogation de la majoration de la pénalité nous aide aussi à pouvoir aborder le sujet de façon beaucoup plus sereine. Voilà. Donc je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Elle est adoptée. Alors, nous avons délibération suivante, qui est une délibération qui est sur l'inscription de la commune sur la liste des communes exposées au recul du trait de côte. Et je vais donner la parole à Madame Danielle Rival. Merci, monsieur le maire. Nous allons demander l'inscription de la commune de la Baule sur la liste des communes de Loire-Atlantique par rapport à cet exposé au recul du trait de côte. Pourquoi ? Parce que vous savez que nous sommes tous sur la promenade de mer. Nous nous sommes aperçus que dans le plan des risques littoraux et sur les cartes maritimes que nous étions déjà tout le remblai, tout le remblai était mis en choc vis-à-vis des vagues et était mis en érosion aussi au niveau des couleurs. Donc ce qui a été fait par monsieur Doré, et je l'en remercie, et puis par Xavier qui est absent ce soir, c'est qu'ils sont allés sur des réunions en préfecture et ils ont dit, nous aussi, ce trait de côte, il doit rentrer, puisque la commune de la Baule n'avait pas été inscrite dans ce trait de côte, puisque vous savez que le Pouliguen est inscrit je crois que c'était en 2013, il y a une maison qui a été démolie parce qu'elle était prête à tomber avec l'érosion, et eux, ils ont des endroits où c'est vraiment sur la côte sauvage, des risques de maisons, de logements à tomber à 30 ans ou à 50 ans. Donc, d'où le trait de côte. Nous, c'est complètement différent. C'est vraiment pour la protection de notre promenade de mer et de notre route aussi, par rapport à la montée des eaux. Donc la loi climat et résilience du 22 août 2021 vise à adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique, en particulier les communes littorales menacées par le recul du trait de côte. L'article 239 de la loi prévoit d'établir par décret la liste des communes directement concernées, devant prendre en conséquence les mesures nécessaires en matière d'urbanisme. Concrètement, cette inscription se traduit par la réalisation d'une cartographie intégrée au plan local d'urbanisme, définissant une bande à court terme 0-30 ans dans laquelle l'inconstructibilité est la règle, et une bande à long terme 30-100 ans, offrant des possibilités très encadrées de construction pouvant
également être contraintes à la démolition. La loi prévoit également pour les communes impactées l'instauration d'un droit de préemption spécial érosion et l'obligation d'informer du recul du trait de côte les acquéreurs et les locataires. En Loire-Atlantique, l'État, qui a défini comme critère d'éligibilité l'existence d'une bande d'érosion regroupant au moins 15 logements, n'a pas retenu la commune de La Baule. Néanmoins, les communes qui le souhaitent peuvent solliciter leur inscription avant l'arrêt de la liste officielle qui interviendra en mars 2022. La commune de La Baule présente une bande d'érosion, certes, dépourvue de logement, mais soumise au choc mécanique de la houle, selon le classement établi au plan de prévention des risques littoraux, le PPRL. En réalité, le mur actuel de Remblai constitue à lui seul un ouvrage de fixation du trait de côte qu'il est indispensable de maintenir. Or, cet ouvrage, bientôt centenaire, présente des indices significatifs de détérioration des aciers liés aux effets de la corrosion, faisant craindre une dégradation du béton armé sur l'ensemble de la structure, ainsi qu'en témoignent les rapports de plusieurs bureaux d'études, dont Géotech, tous les rapports, toute l'étude qu'on a commandée pour la promenade de mer. On vient d'avoir tous les résultats là. Des travaux de confortation seront donc nécessaires pour garantir ce rôle d'ouvrage de protection et à prendre en compte dans le cadre des travaux de requalification de la promenade de mer. Pour ces motifs, la commune de La Baule sollicite donc son inscription sur la liste des communes exposées au recul du trait de côte en maintenant son classement actuel au PPRL en tant que zone d'érosion et bande de précaution exposée au choc mécanique de la houle. Et par ce biais, nous pouvons aussi avoir des subventions pour la promenade de mer. Donc, je vous propose par conséquent, et dans les conditions énoncées, de solliciter l'inscription de la ville de La Baule sur la liste officielle des communes de Loire-Atlantique exposées au retrait de la côte. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci beaucoup, Madame Rival, pour ces explications trop importantes. Il faut penser, c'est sûr, à l'avenir, et en l'occurrence, on doit être considéré comme le trait de côte. Ça ne s'arrête pas entre le Pouliguen et Pornichet. Est-ce qu'il y a des observations sur... Oui, monsieur Gontier. Alors, sur le maintien du trait de côte, oui, nous trouvons que c'est plutôt une bonne chose. Madame Rival, il est vrai que le boulevard de mer doit être en piteux état. En dessous, il s'était écroulé, d'ailleurs, une ou deux fois dans le passé. Donc, on a tout intérêt à garder un remblai pour éviter que la mer envahisse certains quartiers. Il faut rappeler qu'effectivement, lors de la tempête Xynthia, la commune avait fait réaliser un ouvrage pendant à peu près 4 ou 5 ans qui n'avait pas coûté grand-chose à la ville, à peu près 20% du coût, grâce à des subventions de la région, justement, qui avait permis de sécuriser les quartiers inondés lors de la tempête Xynthia, notamment toute la partie ouest de La Baule. Quant à l'inscription sur la liste des communes exposées au recul du trait de côte, oui, là encore, c'est une bonne chose. Le maintien du trait de côte et la protection contre la mer sont indispensables non seulement pour La Baule, mais aussi pour les communes alentours. C'est une question d'intérêt général, nous sommes pour. Merci. Merci, monsieur Gontier. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Madame Bouilly. Oui, je rejoins monsieur Gontier, évidemment. Nous avons souvent insisté, c'était dans notre programme, que la réflexion de la promenade de mer, ça devait inclure la protection contre les risques d'érosion et de submersion marine. Donc c'est une évidence qu'il faut... Et effectivement, notre remblai est actuellement en assez mauvais état, ce qui est logique vu le temps qui a passé. Hein. Et donc effectivement, c'est une question de survie pour notre littoral. Donc c'est tout à fait normal de demander l'inscription sur cette liste. Merci. Merci beaucoup, Madame Boyer. Est-ce qu'il y a d'autres observations sur ce sujet? S'il n'y en a pas, je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Elle est adoptée. Délibération numéro 6, qui est le regroupement des écoles maternelles et élémentaires Les Pléiades. Et je vais laisser la parole à Madame Annabelle Garon. Merci, monsieur le maire. Donc, c'est une décision importante que je vais vous demander de prendre ce soir, qui correspond effectivement au regroupement administratif des écoles maternelles et élémentaires des Pléiades, qui correspond à la création d'un groupe scolaire. Donc, comme vous le savez, parmi ses compétences, la ville a la charge de la construction, de l'entretien et du fonctionnement des écoles publiques. Elle décide ainsi de la création et de l'implantation des écoles sur son territoire.
De son côté, l'Éducation nationale se doit d'appliquer les programmes officiels d'enseignement dans les établissements scolaires en missionnant des enseignants et en déployant une organisation administrative adaptée. Comme vous le savez également, depuis plus d'un an maintenant, nous portons le projet de regroupement des 2 écoles Pléiades, c'est-à-dire les maternelles qui viendraient se mettre physiquement dans le bâtiment des élémentaires, de manière à libérer le bâtiment des maternelles pour la création d'un pôle petite enfance, afin de répondre aux besoins d'accueil des moins de 3 ans qui se fait de plus en plus prégnant sur notre territoire. À cet effet, depuis un an, et je remercie Karine Chalier pour son travail avec moi dans ce dossier, mais également tous les autres acteurs qui y ont participé, à savoir les directrices des 2 écoles, les parents d'élèves, mais également l'inspectrice de la circonscription, l'association Jeunesse et Avenir, qui porte le projet de BME qui est accueilli au sein de l'école des Pléiades, et les personnels techniques. Nous avons travaillé de concert afin de réaliser un projet qui soit cohérent et qui permette l'accueil des maternelles et des élémentaires sur le même site dans les meilleures conditions possibles pour les élèves et les enseignants. Ce que je vous demande ce soir, c'est d'accepter en fait qu'en parallèle de ce regroupement physique que nous souhaitons faire, de valider le rapprochement administratif et donc la création du groupe scolaire. Ce serait une fusion qui permettrait qui apporterait une continuité pédagogique et une simplification administrative avec une seule direction. Et nous aurions ainsi un groupe scolaire qui serait actuellement de 7 classes avec un effectif potentiel global entre 180 et 210 élèves. Pour autant, dans le bâtiment, nous pourrions encore augmenter le nombre de classes facilement et confortablement de 2 classes supplémentaires. Donc, ce qui nous permet quand même une grande souplesse et d'accueillir de nouvelles familles. Le dossier de fusion administrative de 2 écoles doit être déposé par la ville auprès de l'inspection académique dès le début de l'année 2022 et doit intégrer une délibération du conseil municipal ainsi que l'avis favorable des 2 écoles concernées. C'est pourquoi nous avons mobilisé un conseil d'école extraordinaire en date du 11 janvier 2022, au cours duquel le conseil d'école de maternelle s'est prononcé favorablement au regroupement et à la fusion administrative à 6 voix pour et 1 contre. Et au niveau du conseil d'école des élémentaires, nous avons eu 11 voix pour sur les 11 voix exprimées. La commission environnement, santé, petite enfance et action sociale qui s'est réunie le 23 novembre 2021 spécifiquement sur cette thématique s'est également prononcée et a émis favorable. Je vous demande donc d'approuver la fusion administrative des 2 écoles des Pléiades et de valider la nouvelle dénomination de cet établissement scolaire en groupe scolaire des Pléiades. Je vous remercie. Merci Madame Garand, merci pour le travail effectué avec Karine Chalier sur cet ambitieux projet qui avait déjà été évoqué par la majorité précédente. Et très heureux de pouvoir s'adapter à l'évolution démographique de cette zone géographique si importante pour notre commune. Madame Lamy. Oui, merci Monsieur le maire. Alors bien sûr, c'est avec une grande satisfaction que nous accueillons ce projet. Comme vous venez de le rappeler, je l'avais mis personnellement sur la table il y a 5 ans. Mais enfin, quand on s'appelle les Pléiades, on attend l'alignement des planètes. Et bon, c'est le moment. Donc, merci. Ça va être vraiment un très beau projet pour le quartier. L'existence d'un pôle petite enfance qui était indispensable compte tenu du nombre de familles toujours croissantes et beaucoup de jeunes couples. Donc, nous ne pouvons que nous réjouir et espérer que ce sera peut-être un modèle pour Paul Minot qui pourrait aussi envisager la fusion des 2 écoles. Une autre idée à débattre. Merci à tous. Est-ce qu'il y a d'autres observations sur les Pléiades d'abord? S'il n'y a pas d'autres, je vais juste... Ah, excusez-moi. Madame Boyer, excusez-moi, je suis désolé.
J'admire le travail qui a été fait parce que c'est vrai que c'était un lourd travail. Alors, il y a deux choses. Il y a la fusion administrative et la fusion physique des deux écoles qui sont deux choses de problématiques différentes mais qu'il a fallu mener de front. Donc, à partir du moment où, sur le plan de la fusion administrative, c'est surtout les enseignants et enseignantes et directrices qui doivent être d'accord et qu'elles ont approuvé. Donc, je pense qu'on ne peut que approuver aussi et que c'est vrai que ça peut faciliter beaucoup de choses. Sur le plan, donc... sur l'autre plan, la fusion physique des deux écoles, c'est vrai que c'était un autre problème. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de travail pour agencer, pour être en accord avec les désirs des enseignants et enseignantes, parce que c'est quand même eux qui sont les premiers, et le bien-être des enfants. Et en plus, en préservant, je pense que ça c'était aussi important, et vous l'avez dit Annabelle, en préservant la possibilité d'agrandir le nombre de classes, parce que c'est vrai qu'on espère que c'est un quartier qui va être un petit peu dynamique, où il va y avoir des jeunes couples qui vont s'installer. Donc on aura peut-être besoin d'augmenter le nombre de classes. Donc je pense que c'est un très beau projet. Merci Madame Boyer. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Madame Garand, oui, allez-y. Je voulais juste rebondir en disant effectivement c'était un long travail de concertation. Je l'ai déjà fait dans ma délibération de remercier toutes les personnes qui avaient participé, mais il y a particulièrement la directrice de l'école élémentaire des Pléiades, qui est Madame Coupa, qui en fait accepte, et en votant pour et en ayant convaincu toute son équipe de voter pour, accepte de prendre la direction du groupe scolaire, parce que c'est si l'académie valide, ce qui... franchement, devrait être le cas, ou alors ce serait vraiment très surprenant. Et donc, Madame Coupa va porter sur ses épaules ces deux écoles qui, le temps que la fusion, le regroupement physique se fasse, on va avoir un groupe scolaire qui sera sur 2 sites pendant 1 an. Donc, elle le sait, elle a accepté le challenge et elle porte vraiment l'intérêt collectif de la ville. Et ça, c'est vraiment une aide précieuse pour nous. Et je tenais à remercier une nouvelle fois. Merci beaucoup. D'autres observations? Alors, juste une précision juridique. Donc, il faut qu'il y ait un déport des 2 élus siégeant au conseil d'école des Pléiades, c'est-à-dire Madame Garand et Madame Chalier. Toujours très cohérent. Alors, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? La délibération est adoptée. Délibération suivante, c'est l'approbation. Alors, on va être sur les sujets environnementaux de la charte partenariale du défi maritime et littoral en Loire-Atlantique. Je vais laisser la parole à Annabelle Garand. Merci, Monsieur le maire. Donc, pour cette délibération, je vous propose d'adopter ce qui correspond en fait à une charte partenariale, donc qui s'appelle Défi maritime et littoral. Ça correspond en fait à une feuille de route qui est fixée par le département pour des partenaires privés et également des collectivités. C'est une démarche qui remonte à 2016, dans lequel s'est engagé le département, avec une consultation qui a duré pendant près de 4 ans et qui a abouti donc à l'élaboration de la charte que je vous propose d'adopter ce soir. Cette charte a pour but de rassembler les acteurs publics et privés du littoral afin d'atteindre à l'horizon 2040, c'est pour ça que je vous disais que c'est vraiment une feuille de route, des objectifs écologiques, économiques et touristiques communs et particuliers aux structures présentes sur la côte, ces objectifs-là étant déclinés en 9 défis. Donc la charte étant assez conséquente, encore une fois le fruit de 4 ans de travail, et pour réveiller ceux d'entre nous qui commenceraient à s'endormir, je vous propose une petite vidéo de présentation qui dure 2 minutes, qui va résumer mieux qu'un grand discours les défis de cette charte. Construite avec et pour les acteurs de la mer et du littoral, la charte partenariale Défi maritime et littoral fixe 9 défis à relever pour l'avenir de la mer et du littoral en Loire-Atlantique. Le développement des échanges et des projets entre les territoires, les collectivités, les acteurs publics, privés et associatifs doit nous permettre de penser autrement l'avenir de notre littoral. Nous plaçons les habitants au cœur des projets du territoire. Le partage de la mer pour mieux la protéger et la découverte du patrimoine maritime doivent participer à développer notre culture maritime commune. Qualité de l'eau, risques littoraux, effet du changement climatique, nous mettons en commun nos connaissances et mutualisons nos données sur les enjeux maritimes et littoraux. Nous agissons pour améliorer la qualité des eaux côtières et estuariennes, préserver les paysages maritimes et les espaces naturels et maîtriser l'urbanisation des communes littorales. Face aux risques littoraux et aux effets du changement climatique, aux nouveaux modes de déplacement, nous pensons et anticipons les aménagements futurs. Le littoral appartient à tous.
Nous facilitons l'accès au littoral toute l'année en proposant des logements accessibles et adaptés, des offres de loisirs et des activités sportives variées. Nous favorisons le développement d'un tourisme solidaire. Un nouveau modèle portuaire au service des pratiquants du territoire est possible. Nous favorisons l'émergence de nouvelles pratiques et assurons la transformation des ports dans un objectif de transition énergétique et écologique et d'intégration dans la ville. Nous adaptons et renouvelons l'offre nautique pour faciliter l'accès au plus grand nombre. Activités traditionnelles comme la pêche et la conchiliculture, industrie maritime, énergie marine renouvelable, tourisme, le littoral est une force pour notre territoire. Nous facilitons la cohabitation des activités et encourageons les différents acteurs dans leur transition climatique et énergétique. Nous sommes tous engagés pour la mer et le littoral de la Loire-Atlantique. Vous l'aurez compris, l'intérêt de cette charte qui est donc non contraignante est de rejoindre un réseau de partenaires signataires permettant des échanges d'expertise, des partages d'expériences et de relever les 3 grands challenges qui ont été identifiés, que sont l'évolution démographique avec ce qu'on appelle la métropolisation du littoral, le changement climatique avec notamment la montée des eaux et un enjeu fort sur la qualité des eaux, et également accompagner au changement des modèles économiques. Donc en signant cette charte, la commune s'engage à participer aux différentes rencontres annuelles ayant pour but de favoriser la communication entre les acteurs et de progresser dans les objectifs communs qui vous ont été détaillés. Aussi, je vous propose d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la charte défi maritime et littoral en Loire-Atlantique. Merci. Merci beaucoup pour ces éléments. Est-ce qu'il y a des observations ou des questions? Monsieur Gontier. Oui, juste un mot sur cette charte du défi maritime et littoral. Comme Madame Garon l'a rappelé, ce n'est pas un document contractuel, mais toutefois, elle pourrait peut-être permettre en effet de bâtir un certain nombre de coopérations avec des acteurs publics et privés, voire pourquoi pas d'obtenir des subventions à un moment donné. En tout cas, c'est bien que la Baule participe à la construction d'un avenir durable pour les territoires littoraux et l'espace maritime. Là encore, c'est une question d'intérêt général et nous sommes pour. Merci, Monsieur Gontier. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Écoutez, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Cette délibération est adoptée. Alors, délibération suivante, qui reste toujours dans le domaine environnemental, qui est l'approbation de la convention de partenariat avec le Parc naturel régional de Brière pour la mise en place de l'Atlas de la biodiversité communale. Et je vais donc redonner la parole à Annabelle Garon. Merci, Monsieur le maire. Donc, la commune de La Baule s'est engagée en juillet 2021 dans la démarche d'un atlas de biodiversité communale porté par le Parc naturel régional de Brière. La mise en œuvre de cette démarche, qui se veut un maximum participative, se déclinera à travers 3 objectifs principaux. Améliorer et mettre à jour la connaissance du patrimoine naturel du territoire par l'application des habitants, mais également d'associations environnementales, des agents du Parc national de Brière et une coopération avec les agents municipaux. Je précise que l'inventaire sera faunistique et floristique et qu'il s'attachera à mettre en lumière des espèces qui sont méconnues et qu'il ne touchera nos zones rurales et urbaines et pas notre zone balnéaire. Donc, si jamais vous voulez plus de détails, venez me voir. Voilà. Le deuxième objectif sera de sensibiliser le grand public à la richesse de la biodiversité par la mise en place d'animations gratuites tout au long de la démarche. Et enfin, une fois que nous aurons fait tout ça, cela nous permettra d'identifier des pistes d'action pour la préservation et la restauration et la valorisation de notre patrimoine naturel. Par exemple, la réflexion sur les trames vertes et bleues et quelles applications on pourrait y mettre. La convention proposée et jointe du coup à cette délibération a pour but de formaliser donc un partenariat de 3 ans avec le parc de Brière pour réaliser les actions d'inventaire, de sensibilisation, de communication et de préservation de la biodiversité. Concernant l'aspect financier, c'est une démarche qui, pour l'ensemble des communes concernées, c'est-à-dire toutes les communes de Cap-Atlantique adhérentes au Parc national régional de Brière, ainsi que les communes de la Carène concernées, cela représente un budget de 905 212,50 € précisément. Pour l'année 2021, le budget a été de 284 193,25 €.
Il faut savoir que le financement est assuré en majeure partie par des organismes financeurs comme l'Office français de la biodiversité, la région, les communautés d'agglomération, mais également des fonds propres du parc. Je précise que la convention prévoit également la mise à disposition gratuite de salles de notre commune pour la réalisation des animations. La ville s'engage également à soutenir financièrement la démarche de cet atlas de la biodiversité en versant une subvention de 2 000 € TTC au syndicat mixte du parc naturel régional de Brière pour 3 ans. Le versement sera effectué à la signature de la présente convention. Donc pour que ce soit clair, c'est 2 000 € en tout. Ce n'est pas 3 fois 2 000 €. Je vous propose donc d'approuver la convention de partenariat avec le parc naturel régional de Brière qui donnera un cadre à la réalisation de l'ABC sur notre commune, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer cette convention et d'inscrire au budget la subvention de 2 000 € en tant que participation financière à cette action. Je vous remercie. Merci Madame Garand. Est-ce qu'il y a des... Monsieur Plouvier. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, je profite de cette délibération pour mettre en avant une action menée par le parc naturel régional de Brière et en lien avec la Baule, puisque en fait, je vous avais parlé il y a quelque temps d'un épisode sorti qui s'appelle Sortilège en Brière. Sortilège en Brière, c'est une histoire qui met en avant les 21 communes du parc. Et nous arrivons sur le développement de l'univers numéro 3, et vous pourrez le découvrir à la Baule à partir du samedi 5 février. Alors traditionnellement, dans chaque commune, on met en avant soit un espace, et on parle justement de biodiversité également. Alors souvent, quand on parle de la Baule, on pense à la mer, on pense aux villas, et puis il fallait choisir un animal totem, on pensait au cheval. Eh bien, on a pris une autre vision, et on a choisi de mettre en avant la forêt d'Escoublac, et cet animal totem qu'est l'écureuil. Donc merci à Annabelle Garand également d'avoir participé à l'élaboration du circuit et aux équipes des Jardins des Espaces Verts et de leurs directeurs. Cette sortilège en Brière nous permettra à tous de participer collectivement à la mise en valeur de notre territoire. C'est un projet commun à l'ensemble des communes du parc et il propose enfin une expérience interactive, autonome et gratuite aux familles du territoire et à l'ensemble des visiteurs. Merci. Merci Monsieur Plouvier. Est-ce qu'il y a d'autres observations sur cette convention avec le PNRB? Alors je précise avant le vote qu'il y a 2 déports, Monsieur Bertrand Plouvier et Monsieur Pascal Mabi, qui représentent la ville au sein du syndicat mixte du parc naturel régional de Brière. Je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? La délibération est adoptée. Délibération suivante, qui est l'approbation de la convention de partenariat avec la société EcoCO2. Et je vais donc laisser la parole à Madame Karine Chalier. Merci Monsieur le maire. Bonsoir chers collègues. Bonsoir à tous. Dans le prolongement de l'adoption de la fusion administrative et de l'accessibilité aux futurs groupes scolaires des Pléiades, il s'agit de poursuivre la concertation avec les parents d'élèves et la communauté éducative dans l'élaboration d'un PDES, un plan de déplacement des établissements scolaires. Le PDES vise à proposer des modes de déplacement alternatifs pour les établissements scolaires, partant du constat que les problèmes d'accès sont essentiellement créés par une circulation dense aux heures d'entrée et de sortie des élèves, car les écoles sont principalement situées à l'écart des voies de circulation principales. Ce dispositif porte aussi sur les déplacements des enseignants, du personnel et des déplacements occasionnels, comme les sorties scolaires. La ville souhaite s'associer au programme d'écomobilité MOBI, déjà développé dans d'autres villes. La société EcoCO2 est une éco-entreprise innovante de l'économie sociale et solidaire créée en 2009, dont les programmes sont labellisés par l'État. Sa mission est d'accélérer la transition écologique par l'évolution des comportements des citoyens et des organisations. MOBI nous accompagnera pendant 2 ans, ainsi 4 phases rythmeront ce plan. Une première phase de lancement et de diagnostic en concertation et encadrée par le chargé de mission MOBI, puis la construction d'un plan d'action qui sera le fruit des échanges entre tous les acteurs du quotidien, transport collectif, partager ses trajets à pied, à vélo ou en covoiturage, et l'animation d'ateliers en classe est également prévue.
Une fois mis en place, ce dispositif sera analysé grâce au suivi des indicateurs et à l'expertise de Mobi. Enfin, viendra le temps d'un bilan et de la pérennité des changements observés. Les familles et les associations locales seront pleinement investies et auront adopté les modes de transport alternatifs dans la durée. La sensibilisation des élèves et des familles est primordiale afin de faire de ce programme un succès à la fois environnemental et sociétal. Les familles, parents et enfants, ainsi que les enseignants et la municipalité seront pleinement investis dans la réflexion et la réalisation de nouveaux aménagements et dispositifs permettant aux élèves d'accéder en toute sécurité et aisément à leur école. Cette convention est rédigée en partenariat avec l'association avec la société Éco-CO2 sur la base d'un financement d'État à hauteur de 75%, certificat d'économie d'énergie, et d'un coût résiduel pour la ville de 8 664 € sur 3 ans. Je vous propose donc d'approuver cette convention de partenariat avec la société Éco-CO2. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires particuliers sur cette délibération? Madame Boyer. Oui, donc dans l'esprit, c'est très très bien. Et puis on en a discuté en commission et on avait approuvé, évidemment. Je regrette simplement que c'est vrai que c'est une opportunité, le groupe scolaire des Pléiades qui se crée, mais je pense que les problèmes de mobilité et d'écomobilité scolaire se posent dans toutes nos écoles. Et c'est un petit peu dommage. Bon, ça a un coût quand même important, hein, donc c'est vrai que je comprends qu'on puisse peut-être pas agrandir, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Oui, Madame Garand. Oui, merci, Monsieur le maire. Pour répondre à Madame Boyer, effectivement, ça a un coût très important, ce qui ne nous permet pas de le décliner sur toutes nos écoles. Pour autant, il faut savoir que Cap Atlantique se positionne également et a déjà conventionné avec la société EcoCo2 sur le programme Wati, qui est plus un programme au niveau des économies d'énergie. Et on commence au niveau de Cap Atlantique à mettre en avant également ce programme Mobi. Donc nous sommes vigilants pour essayer de positionner un autre ou plusieurs autres établissements scolaires, mais avec un financement plutôt de l'intercommunalité. Juste, c'est peut-être l'opportunité de sensibiliser toute la communauté scolaire, y compris les enseignants et les enseignantes, qui peuvent sensibiliser leurs élèves s'il y a quelque chose comme ça qui se met en place. Merci beaucoup. Madame Lamy. Oui, effectivement, je veux bien abonder dans le sens de Anne sur la nécessité d'étendre ça à toutes les écoles, mais je pense que sur les Pléiades, c'est particulièrement prégnant parce que l'accès à l'école élémentaire était déjà problématique, le parking mal fichu, si vous me permettez l'expression, et je pense que dans le cadre de la fusion des deux écoles, ce sera absolument capital pour la bonne perception des parents quand ils auront à amener les enfants, puisqu'on se retrouvera avec un quartier où il y aura la petite enfance, la maternelle, l'élémentaire, ce qui sera un avantage pour les parents quand ils auront des enfants dans les différentes structures, mais qui posera des problèmes sur le plan de la circulation. Et les rues ne sont pas extensibles, donc je pense qu'il est très important de commencer par cette école. Merci. Merci beaucoup, Madame Lamy. Est-ce qu'il y a d'autres observations sur cette délibération? S'il n'y en a pas d'autres, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Elle est adoptée. Alors, délibération suivante, qui est délibération sur l'actualisation de la politique tarifaire 2022. Et je vais demander à Monsieur Jean-Philippe Dupuis de la remporter. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous, chers collègues. La politique tarifaire 2022 de la ville a été formalisée par un catalogue des tarifs municipaux adopté par délibération du conseil municipal en date du 19 novembre 2021. Pour faciliter le fonctionnement des services, il convient d'actualiser certains d'entre eux, à savoir ceux relatifs à la bibliothèque municipale, le musée Beuch, les locations de salles de matériel aux associations et collectivités de la presqu'île, ainsi que la mise à disposition d'installations sportives. La commission Finances et Ressources, réunie le 14 janvier dernier, a validé ces tarifs. Je vous propose donc d'approuver l'actualisation du catalogue des tarifs municipaux tel qu'annexé à la présente délibération. Merci pour votre écoute. Merci, Monsieur Dupuis. Est-ce qu'il y a des observations sur cette délibération?
S'il n'y a pas d'observation ou de questions, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Elle est adoptée. Délibération suivante. L'approbation de la convention avec l'équipe cycliste professionnelle BNB Hôtel Vital Concept. Et je vais laisser la parole à monsieur Christophe Mathieu. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc la ville de La Baule-Escoublac met tout en œuvre depuis 1 an et demi pour favoriser le développement, la pratique du vélo sur son territoire. Au prochain conseil municipal sera ainsi présenté notre plan vélo complet, qui va conforter notre commune en tant que terrain d'accueil pour le cyclisme. Dans ce cadre, un partenariat a été établi avec l'équipe cycliste professionnelle bretonne BNB Hôtel Vital Concept, basée à Tex, dans le Morbihan, et dont le manager général est le Nantais Jérôme Pinault. Cette formation a été déjà présente sur notre commune le 16 juin dernier, lors d'une journée promotion du vélo qui a eu l'occasion de se présenter. Les coureurs allaient ensuite participer au Tour de France 2021. Pour rappel, son capitaine de route, Franck Bonamour, a reçu le prix de la combativité avec plus de 620 km d'échappée. L'équipe est revenue le 21 au 26 novembre 2021 dans le cadre d'une semaine de cohésion de pré-saison. Durant ce stage, les membres de l'équipe ont réalisé différentes missions auprès du public baulois, comme une visite aux pensionnaires de la Baule-Éden ou une sortie de route avec les cyclo-randonneurs baulois, ainsi que quelques travaux d'intérêt généraux. Ce partenariat visant à mettre en exergue les valeurs et les bienfaits du vélo, l'équipe va revenir à l'occasion du lancement du plan vélo et devra ensuite organiser tout au long de 2022 des manifestations ayant trait à la pratique cycliste et ou à participer et faire ainsi la promotion de ce sport auprès de tous les publics, avec les associations concernées. Cette entente avec l'équipe cycliste professionnelle est une belle opportunité pour la Baule-Escoublac, dans la volonté de se développer l'usage du vélo et à inciter et à utiliser ce mode de déplacement. Comme tout le monde le sait, le cyclisme est un sport populaire très suivi par le public. C'est donc le témoignage que nous nous intéressons à tous les sports. C'est aussi la promotion du sport santé, bien-être. C'est également le sport nature qui correspond à nos valeurs environnementales. C'est encore la valorisation d'un ancrage identitaire avec un sentiment d'appartenance à la Bretagne très fort qui correspond à la culture bauloise. Enfin, cette équipe quasi locale, puisque, outre Jérôme Pinault, cette équipe compte dans ses rangs plusieurs Nazériens et Pontchâtelains. En contrepartie, afin de compenser les frais engagés au titre de l'hébergement et de la restauration des membres de l'équipe présente, et pour l'organisation matérielle des manifestations validées entre les parties, la ville s'engage à prendre en charge une partie des coûts de l'hébergement et des repas. Le règlement sera effectué directement par la ville auprès des hôtels sur présentation des factures et pour un montant maximal de 16 700 € pour l'ensemble de tous les événements. Pour cela, je vous propose d'approuver la convention de partenariat qui a été jointe au projet de délibération. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Mathieu. Est-ce qu'il y a des observations ou des questions? Ce partenariat avec les sportifs de haut niveau, comme on a pu le faire avec la voile, avec le cheval, avec le tennis aussi. S'il n'y a pas, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Elle est adoptée. Délibération suivante, qui est la dernière à l'ordre du jour, c'est l'approbation de la convention avec le comité des œuvres sociales de la ville de La Baule, et je vais laisser la parole à monsieur Jean-Philippe Dupuis. Merci, monsieur le maire. Constitué par des membres actifs du personnel et des retraités de la collectivité, le comité des œuvres sociales du personnel de la ville de La Baule-Escoublac est une association qui a pour but de contribuer à l'amélioration du cadre de vie des agents adhérents par l'organisation d'activités sociales, culturelles et sportives. Merci. Au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit. La collectivité, le COS, souhaite aujourd'hui poursuivre et développer les relations de partenariat entretenues depuis de nombreuses années, puisque c'est le 50e anniversaire, ce qui est tout de même magnifique, dans un cadre conventionnel renouvelé et respectueux des dispositions législatives en vigueur.
La collectivité souhaite apporter à l'association un soutien matériel par la mise à disposition de locaux à titre gratuit et un soutien financier en lui versant une subvention de 16 340 €. La nouvelle convention régissant l'ensemble des aspects de ces partenariats vous a été transmise. Elle a été examinée ainsi que le montant par la Commission des finances et ressources le vendredi 14 janvier. Nous vous proposons donc, premièrement, d'approuver la convention avec le COS de la ville de La Baule-Escoublac, d'autoriser Monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer la dite convention. Je vous précise que les crédits sont inscrits au budget 2022. Merci pour votre attention. Merci de nous préciser que c'est inscrit au budget 2022. Est-ce qu'il y a des observations ou des questions sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Elle est adoptée. Alors, nous avons épuisé les questions à l'ordre du jour. Je vais donc passer aux questions diverses. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Madame Garand. Oui, merci Monsieur le maire. Après, je ne prendrai plus la parole. C'était pour faire un petit point et des précisions, comme vous nous l'avez demandé en préambule, à propos de la situation sanitaire, un petit peu plus de précision au niveau de notre centre de vaccination, pour vous dire que suite aux décisions et aux annonces gouvernementales d'hier soir, nous avons dans la journée validé avec nos professionnels de santé et l'ARS une dotation de vaccins Pfizer supplémentaires pour le centre. Donc désormais, nous aurons 50% de Moderna et 50% de Pfizer. La vaccination Pfizer sera exclusivement réservée pour les 12-30 ans et le Moderna pour les plus de 30 ans, première, deuxième ou troisième dose. Pour le moment, le centre de vaccination ne fonctionne qu'à 35-40% de ses capacités. Donc il n'est pas prévu d'augmenter pour l'instant les plages et les capacités vaccinales, même si nous pourrions doubler assez rapidement si jamais le besoin s'en faisait sentir. C'est l'information essentielle que je voulais vous donner. Et puis, juste pour que vous ayez un ordre de grandeur, au niveau du centre de dépistage qui a été installé, le jour de son ouverture, il a fait un petit peu plus de 200 dépistages, ce qui correspond à un dépistage toutes les 2-3 minutes. Voilà, pour un ordre de grandeur. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Garand. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Madame Boyer. Merci. J'ai deux petites questions. Une première, on m'a signalé que le parking de la gare Nord n'est plus éclairé et donc très accidentogène. Il y a des personnes qui sont tombées déjà, et puis même sur le plan du sentiment de sécurité. Moi, j'ai des amis, qui n'osent plus traverser ce parking parce qu'elles ont peur. Et donc, ça fait, m'a-t-on dit, deux mois, mais je n'ai pas vérifié. Donc voilà, donc ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, c'est... pour revenir sur le contrat de mixité sociale, puisque de toute façon, c'est quand même un grave problème sur la Baule, pas que sur notre commune, sur toutes les communes en général, le problème de l'accessibilité au logement. Alors je sais bien qu'il ne faut pas multiplier les commissions, mais en y repensant, je me disais, est-ce qu'il ne serait pas opportun de créer une petite structure dans laquelle on essaierait de mettre tout à plat, on ferait tout à plat, ce serait beaucoup dire, mais faire une sorte de collecte de tous les renseignements qu'on pourrait avoir sur, puisqu'on nous le demande souvent, les résidences secondaires qui ne sont pas forcément toujours occupées, sur des logements qui ne sont pas du tout occupés, sur des petits terrains qui resteraient en foncier, sur l'opportunité de temps en temps, de se dire, là, il y a des maisons qui tombent en ruine et on pourrait peut-être faire quelque chose. Je pense que ça correspondrait à une demande parce qu'on y verrait plus clair en quelque sorte. On ne nous accuserait pas de dire, oui, vous ne faites rien, il n'y a rien à faire. Si on met tout à plat, ou presque, si on donne un vrai bilan, ce serait peut-être relativement opportun. Merci Madame Boyer. Je vais peut-être laisser Madame Rival répondre sur... le deuxième point. Sur le premier point, je prends bonne note, j'avais déjà été alerté, même je crois qu'on avait eu à l'effet inverse, c'est qu'un éclairage toute la journée sur le parking nord, puis maintenant c'est plus la nuit, donc il y aura vraiment un souci, donc je crois que les services techniques ont été alertés. Madame Rival. Merci Monsieur le maire. Anne, ce bilan, il est fait à chaque fois que les services de l'État nous convoquent, puisque c'est la compétence de Cap Atlantique, le PLH, c'est Michel Kellard qui est présidente de cette compétence. Madame Piguet y assiste, Nathalie Yazard y assiste aussi,
en tant que vice-présidente du CCAS. Et en fin de compte, on fait même les projections. On fait même les projections, et c'est ce que j'ai dit dans la délibération tout à l'heure, c'est que les projections, on les suit pas tout le temps. Le foncier est très cher. Là, nous travaillons sur le SPR, puisque nous étions ensemble hier après-midi avec Sophie, Caroline, toi-même, l'architecte des bâtiments de France. Donc, on travaille sur les maisons aussi, puisqu'on voit bien que le SPR, ça va être complètement différent par rapport à la VAP, hein, puisqu'on va pouvoir enlever des maisons qui avaient été marquées de troisième catégorie. On va pouvoir les enlever parce que on s'aperçoit qu'il y a des familles qui... J'ai rencontré un architecte ce matin. Ils ont acheté une petite maison, elle est toute fissurée dedans, et elle est dans la SPR, ils ont droit de rien faire à part la réparer, alors qu'elle n'a pas de fondation. Donc ça, on voit souvent au niveau de l'urbanisme, et ce qui pourrait peut-être être fait, je suis pas contre, hein, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de réunions, beaucoup de rendez-vous, c'est de dire, on essaie une fois au niveau de la commission urbanisme travaux de faire un point sur ce dossier-là, peut-être une fois tous les 2 mois ou 3 mois. De toute façon, le PLH, il est signé pour 2 ans. Donc, voilà, mais je suis pas contre, hein, puisque je sais qu'il y a une très bonne aussi participation dans cette commission de la part de toutes et de tous. Donc, je suis pas contre. Mais le bilan est fait. Voilà, merci. Merci, Madame Rival. Madame Fillou. Oui, merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc je voulais vous annoncer la première manifestation organisée dans le cadre de l'année de l'automobile. Donc il s'agit d'une exposition à la Chapelle Sainte-Anne qui va débuter le 5 février. Donc 70 ans, 70 pilotes. C'est une exposition qui a été organisée en partenariat avec Olivier Bernardet. Donc je le remercie. Il tient la galerie La Boule Collector. Il est passionné d'automobile, donc il nous réserve des surprises avec des éléments inédits sur donc 70 pilotes qui ont marqué les années de 1952 à 2022. Merci beaucoup. Monsieur Appert. Oui, merci Monsieur le maire. Bonjour mes chers collègues. Et effectivement, dans la continuité des annonces d'événements de Delphine, je voulais aussi vous donner quelques nouvelles de l'avancée des travaux liés à la galerie du Casino. Simplement pour vous dire qu'en fin d'année, nous avons réussi à organiser une concertation avec les syndics de copropriété de l'immeuble qui était nécessaire. Je voulais aussi remercier les services techniques de la ville et Alain Doré notamment qui a procédé à l'étude acoustique qui a été réalisée sur l'ensemble de la résidence et de la galerie. Et ainsi qu'une étude sur les systèmes de désenfumage, donc qui est un des sujets importants avec les services notamment des pompiers et qu'il est nécessaire d'avoir clarifié avant de pouvoir procéder au dépôt du permis de construire. Enfin, une scénographie est en cours de réalisation par le cabinet d'architectes et s'en suivra donc l'instruction administrative d'un dossier pour pouvoir tenir les délais qui vous avaient été annoncés l'année dernière. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Appert, pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Monsieur Renaud. Oui, merci, Monsieur le maire. Chers collègues, je voulais, par rapport à votre intervention, Monsieur le maire, concernant l'aire des gens du voyage, simplement qu'il y a une information qui m'est parvenue il y a moins de 48 heures. La zone du Prébussin serait une zone à présomption de site archéologique. C'est un élément qui s'ajouterait aux différents critères qui ont été déclinés tout à l'heure par vous. Je vous remercie. Merci. C'est sûr qu'il faut mieux saisir la DRAC dans ces cas-là. Monsieur Babi. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir mes chers collègues. Je voulais vous parler d'un petit problème qui n'est pas spécialement un problème. Il s'agit de la prolifération des sangliers qui est, comme vous le savez, difficile à endiguer. J'ai donc été contacté cette semaine par des habitants du quartier du Guésy. Pour le nommer, c'est Monsieur Joël Moreau. Il est secrétaire d'une association, La Vie du Guésy. Alors, je me suis rendu sur place. D'ailleurs, il a souligné notre action-réaction, puisqu'il m'a dit, on a été assez rapide là-dessus. Et donc, je me suis rendu au complexe sportif Mont-Fontenoy, dans le quartier du Guésy. Et donc, j'ai pu constater, avec stupeur et stupéfaction, vraiment les dégâts énormes des sangliers. Puisqu'il s'agit, on ne parle pas de sangliers solitaires, on parle de hardes.
à peu près, je me suis déplacé avec un spécialiste, il y a à peu près 40-50 sangliers, voilà. 40-50 sangliers, ça fait délai avec des marcassins. Alors, pourquoi bien parce que pourquoi c'est simple, ma collègue Annabelle Guérand, ministre de l'Environnement et accessoirement docteur vétérinaire, n'ira pas me contredire. Vous savez que la gestation d'un sanglier, c'est simple, le chiffre c'est 333, qui veut dire 3 mois, 3 semaines et 3 jours, au total de 120 jours. Voilà. Et il faut savoir aussi que les femelles se reproduisent de plus en plus vite. Un petit exemple, il y a à peu près 15-20 ans, une femelle reproduisait à peu près à 50 kilos. Aujourd'hui, à 35 kilos, elle est capable de reproduire et de faire des petits. Voilà. Les portées sont énormes, mais pour faire simple, elles font 3 portées sur 2 années, et donc une nette 70 kilos produit sur 2 ans 20 sangliers. Voilà. Aujourd'hui. Et donc, je me suis renseigné auprès du directeur de la Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique, qui s'appelle donc Denis Dabo, parce qu'il fallait amener une solution. Pour l'instant, on a fait un compte rendu, et les habitants du Gésy, bien sûr, on va leur donner une solution à ce phénomène. Et puis aussi un phénomène, c'est que les monocultures de maïs, vous savez que c'est du pain béni pour les sangliers. L'agriculture moderne leur apporte ainsi le gîte et le couvert, ce qui donne aussi les meilleurs taux de reproduction, car les laits ont accès à une meilleure nourriture. Ceci ajouté au fait que l'on n'a plus d'hiver vraiment rigoureux, ce qui explique beaucoup de moins de mortalité chez les marcassins qui naissent en mars. Voilà, ça c'est un phénomène. Mais faut expliquer, parce que quand je me suis rendu au Gésy, les gens avaient une méconnaissance totale de la nature. Et donc, malgré tout, les populations continuent visiblement d'augmenter. De nouvelles actions de régulation sont donc prévues en 2022. C'est ce que m'a souligné Denis Dabo. La première d'entre elles est le piégeage. Alors ça, c'est important, puisque le quartier du Gésy, il y a les écoles, il y a les habitations. Il est hors de question de mettre en place des traques, puisque vous savez qu'on tire avec des armes. Pourquoi je dis on? Parce que moi-même, je suis chasseur, et vous le savez. La sécurité, bien sûr, entoure des riverains. Par contre, ce qui est vraiment inquiétant, c'est que les sangliers, ces hardes, viennent vraiment au pied des habitations. Ce sont des logements qui sont que vous connaissez, des logements sociaux, et c'est vrai que les sangliers viennent vraiment chercher les vers au pied du. J'ai discuté avec les riverains. Il y a une peur. Alors c'est vrai que le sanglier reste dangereux puisque c'est un animal sauvage, et le sanglier, qui plus est la lait accompagné de ses petits, peut être dangereuse. Voilà. Alors, il faut bien sûr faire quelque chose. On a essayé de mettre en place, et on mettra sans doute en place, le piégeage. Pour ça, il faut une formation spécifique. Alors, j'appelle aux volontaires qui peuvent, il suffit pas d'être détendeur d'un permis de chasser. S'il y a des volontaires, notamment du Gésy, qui nous entendent, je sais qu'ils sont nombreux à regarder ce soir sur Facebook, qui veulent faire une petite formation de piégeage, ils se rendent à la Fédération de Loire-Atlantique, et on va les former. Voilà. Et en plus, c'est financé par l'État, donc c'est très bien. Voilà. Et puis, en conclusion, c'est vrai que les chasseurs et le conseil départemental sont très attentifs en ce qui concerne les chiffres des collisions sur les routes, notamment les routes du département, puisque vous savez que les sangliers viennent taper les voitures, et là on met la sécurité bien sûr en jeu, et puis les collisions, puisque le quartier du Gésy, c'est aussi la Villejoie, enfin la route de la Villejoie, vous connaissez bien, c'est facile, c'est boisé, c'est comment dire, c'est un endroit vraiment idéal pour eux, voilà. Et donc, on en rassure, bien sûr, avec cette personne qui passera pour avoir une vision globale de la population du sanglier et d'apporter des conseils. Voilà, je remercie le directeur de chasse, monsieur Denis Dabo, de m'avoir donné ces précieux renseignements. Monsieur le maire, je pense que vous connaissez bien le quartier, je pense que vous habitez pas loin, et je voulais ouvrir cette parenthèse, excusez-moi d'être un peu long. Voilà, merci monsieur le maire. Merci monsieur Mabi de s'occuper du calme et de la sérénité du quartier. Non, mais ce sont des sujets sérieux et auxquels il faut essayer d'apporter des réponses qui ne sont pas simples. Madame Garand. Oui, merci Monsieur Mabi pour ce cours de zootechnie très complet. Et effectivement, le piégeage, comme vient de le signaler Monsieur Mabi, est une nouvelle technique. Alors, c'est pour préciser de manière à ce qu'on n'ait pas les reproches pourquoi ça n'a pas été mis en place plus tôt. C'est autorisé que depuis, si je ne me trompe pas, ce début 2022. C'est bien pour ça qu'une formation des chasseurs est nécessaire, et c'est mis en place par la DDPP. Donc encore une fois, merci beaucoup Pascal pour ta réactivité et d'avoir répondu à nos amis de la ville du Gésy. C'est très gentil.
Merci beaucoup. Monsieur Plouvier. Alors, j'abonderai juste dans ce sens, puisque j'ai eu la chance de présider la commission chasse de la Grande Brière-Motière. Et c'est une véritable préoccupation à l'échelle de l'ensemble du territoire sur les dégâts causés par les sangliers, qui aujourd'hui causaient beaucoup de dégâts dans les cultures et qui maintenant rentrent de plus en plus dans les villes. Et c'est vrai que la notion d'absence d'hiver froid nous pèse énormément. Donc, appel aux volontaires, effectivement, pour les formations sur le piégeage. Merci beaucoup. Monsieur Géron. Oui, monsieur, oui, allez-y, excusez-moi. Oui, monsieur le maire, merci. Fin 2020, début 2021, nous avions eu l'occasion déjà de débattre sur le problème des sangliers qui avaient investi Bellon, les jardins de Codel. Donc avec Daniel Rival, on avait discuté de ce sujet-là. Je pense que les choses, j'en ai pas revu récemment, on m'en a pas signalé, mais peut-être que du côté de chez Daniel Ami, ils sont dans son jardin quasiment. Et c'est un phénomène qui s'étend et qui concerne toute la partie, c'est-à-dire nord de la Baule, enfin à la périphérie de la ville. Oui, oui. Merci, monsieur Renaud. Madame Lamy. Oui, c'est vrai, moi je les ai à 2-3 mètres de ma clôture. Bon, pour l'instant, ils sont restés à 2-3 mètres du bon côté. Mais quand je l'avais signalé à Daniel Rival, et je la remercie à nouveau, elle est intervenue très rapidement auprès de la société. Et il y a eu, alors c'était un peu impressionnant, parce qu'on a vu un énorme sanglier débouler dans le champ tout près. Il y a eu une battue, et c'est vrai que depuis, on a eu une petite visite, mais bon, pas grand-chose. Peut-être un sanglier, mais c'est tout. Mais pas de harde. Je vous rassure. Merci Madame Lamy. Madame Rival. Oui, mais c'est vrai qu'il y a eu une battue, mais l'outil qu'Isabelle et Pascal ont cité ce soir vient de sortir, vient d'être autorisé. Donc je pense que ça va rassurer les citoyens, parce que les battues, ça fait peur aussi. Hein. Un accident est vite arrivé, hein. C'est une arme. Voilà, donc merci, mais bon courage pour votre formation. Merci beaucoup. Madame Boyer. Oui, c'est juste pour ajouter aux anecdotes. Je pense que personne n'est protégé. Il y a quelques années, il y a des sangliers qui ont été jusque détruire des jardins de l'avenue La Jarige. Merci beaucoup. On va être vigilant là-dessus. Attendez, juste, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Plouvier. Transition sur un autre sujet. Alors, sanglier, restauration collective. Juste pour vous annoncer que nous aurons le plaisir de lancer la SPL Restauration Presqu'île vendredi 28 janvier. Voilà, donc un engagement tenu pour cette nouvelle année. Merci beaucoup pour cette annonce gastronomique, en espérant qu'elle soit de qualité. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? S'il n'y en a pas d'autres, je vous propose qu'on mette fin à cette séance. Alors, la prochaine séance devrait avoir lieu le vendredi 25 février, ici en salle de conseil, à la même heure, comme d'habitude, à 18h. Merci beaucoup pour ces échanges et toujours bonne année, bon début d'année 2022.